Je suis absolument ravi d'avoir cette occasion de vous raconter un peu ma vie et surtout d'avoir cette occasion d'interagir avec des jeunes. J'espère vous laisser suffisamment de temps pour vos questions, parce que je crois que c'est ça le plus important. Merci pour cette présentation. Alors, dans un CV, ce qui compte, c'est ce qu'il y a entre les lignes. Et il faut aussi essayer d'y détecter les dominantes. Bon, clairement, moi j'ai une dominante de pilote de porte-avions, ça c'est clair, mais il y a aussi une dominante de ma carrière qui a été un peu les relations internationales, et par un concours très heureux de circonstances, parce que je n'avais pas levé la main pour ça, je suis devenu très progressivement un spécialiste des Américains, des États-Unis d'Amérique. Et ce faisant, je suis devenu ce qu'on appelle, dans notre jargon, un officier d'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est un barbarisme. Ça veut dire quoi? C'est que nos forces armées, et a fortiori dans une alliance, et surtout avec les Américains d'ailleurs, ont besoin d'opérer ensemble et de savoir opérer ensemble. Et pour opérer ensemble, il faut se connaître, il faut se comprendre, il faut aligner les savoir-faire, être capable de rendre compatibles nos équipements, nos savoir-faire, nos procédures, pour que l'action décidée ensemble puisse être efficace en opération. Voilà. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple entre pays qui ne parlent pas la même langue. Ce n'est même pas simple entre pays qui parlent la même langue, d'ailleurs. Et c'est un travail qui est finalement une des premières missions de l'OTAN, de rendre interopérables nos forces armées. Mais avec les Américains, c'est particulièrement nécessaire parce que, j'y reviendrai, c'est un monde qui n'a pas besoin de nous. Et donc, pour les convaincre de rester pluggable, de nous laisser une place, il faut faire beaucoup d'efforts. Alors, à la demande donc de l'amiral Sarrad et de Paul Rousselot, je vais vous faire donc une présentation. Je voudrais me garder j'allais dire, de théorie magistrale sur les relations internationales. Je vous donnerai ma propre opinion, je répondrai, je dirais, complètement ouvert à toutes vos questions, mais je voudrais appuyer mon propos sur du vécu, c'est-à-dire sur des anecdotes personnelles que j'ai vécues avec les Américains et dont vous tirerez vos propres conclusions. Et après, on en discutera. Alors, je voudrais commencer par l'été 2003. Donc, en l'été 2003, paf, je venais de recevoir mes 2 étoiles de contre-amiral et je suis affecté à l'état-major de la transformation de l'OTAN à Norfolk. On venait auparavant, j'étais au cabinet du ministre à ce moment-là, on venait auparavant de négocier la reprise de sa place au sein du commandement militaire intégré de l'OTAN par la France, et on avait négocié des postes, et puis on avait négocié un poste à Mons pour y intégrer un officier général, et un poste à Norfolk pour y intégrer un officier général aussi. C'était la première fois, depuis 1966, que la France envoyait un officier général au sein du commandement militaire de l'OTAN. Parce que vous savez tous qu'en 1966, sur une décision du général de Gaulle, hop, on était resté des alliés de l'OTAN, mais on était sorti de la structure militaire intégrée. Donc me voilà affecté, évidemment, quand on a ouvert ce poste, le chef de cabinet militaire de l'époque, c'est un bon camarade qui s'appelle l'amiral François Dupont, feu l'amiral François Dupont, m'a dit Xavier, c'est pour toi ce poste, puisque j'étais officier d'interopérabilité. J'y reviendrai. Et je me retrouve à Norfolk, très très bien accueilli. On venait de créer cet état-major de la transformation. Il y avait une quinzaine d'officiers généraux, à peu près de toutes les nationalités. Un chef qui était l'amiral Jean Giambastiani, qui était un sous-marinier américain, une très forte personnalité, qui auparavant était chef de cabinet de son ministre, et donc on mettait en route cet état-major nouveau, chargé donc de la transformation de l'OTAN, de préparer les opérations de l'avenir.
on démarrait un peu à zéro sur la base qu'avait constituée pendant des décennies l'état-major SACLANT, c'est-à-dire le commandement stratégique de l'Atlantique, qui était, on s'est installé dans leur meuble. Voilà. Donc, je suis très bien accueilli. Il y a des petites ribottes d'officiers généraux très sympas. Tout le monde était très content de voir un Français arriver dans le club. Et puis, comme tous qui arrivaient, on était plusieurs nouveaux quand même arrivés. On a fait nos petites formalités d'arrivée. Vous remplissez des trucs, on vous prend en photo, vous remplissez des questionnaires, on envoie tout ça à la DSA, parce qu'on est quand même aux États-Unis, donc la direction de la sécurité américaine. Et puis, tout le monde commence à recevoir son badge. Moi, je n'avais pas mon badge, donc je ne pouvais pas rentrer dans l'état-major. En attendant, j'étais le chef de la représentation militaire française, qui était donc à côté de l'état-major. Mais pour prendre mon poste, qui était chef d'une division, c'était la division Capacité future, recherche et technologie, il fallait quand même que je puisse rentrer dans l'état-major. J'avais des troupes, j'avais des bureaux, j'avais des gens qu'il fallait que je commande. Je n'avais pas de badge. Puis au bout de 8 jours, j'avais toujours pas de badge. Donc je commençais à m'inquiéter un peu. Et vous vous souvenez qu'en février 2003, Dominique de Villepin a fait un discours très brillant à l'ONU pour dénoncer l'engagement des Américains pour la recherche donc, des armes de destruction massive qui justifiaient leur intervention en Irak. Et donc, ce discours qui a fait date dans nos relations franco-américaines a beaucoup offusqué les Américains, qui sont depuis complètement revenus dessus, hein, parce qu'aujourd'hui, ils disent « vous aviez raison ». Mais beaucoup offusqué, à tel point que quand vous arriviez aux États-Unis, parce que vous étiez français, on vous cassait les pieds dans les formalités à l'aéroport. Dans la rue, vous aviez partout des panneaux « We boycott France ». Il n'y avait plus de French fries, maintenant c'était des Freedom fries, etc. C'était violent, hein, violent parce que pour me loger, j'ai eu un mal fou parce qu'ils ne voulaient plus louer un Français. Enfin, tout était à l'avenant. Donc la société américaine était complètement braquée par leur presse, etc. Bref. Et moi, je n'arrive pas à avoir mon badge. Donc concrètement, pour aller à l'état-major, il fallait que je sois escorté par un sous-officier américain. Donc la situation n'est pas tout à fait acceptable. Ça commençait à devenir un peu humiliant. Donc j'ai commencé à faire du ramdam. J'ai appelé Paris. Paris m'a dit, en gros, démerdez-vous, comme d'habitude. Mais bon, si ça devient trop grave, on verra ce qu'on peut faire. Mais pour l'instant, essayer de résoudre le problème. Hein. Et puis, donc, je suis allé voir. Et le chef, Jean Bastiani, était quand même très difficile à voir parce qu'il était double casquette, GFCOM, c'est-à-dire que c'était le commandement interarmé des forces américaines, de toutes les forces américaines, et en même temps, double casquette, commandant de l'état-major de la transformation. Donc on ne pouvait pas y aller et toquer comme ça. Donc je demande un rendez-vous, on me renvoie sur son chef d'état-major, qui est un Britannique, du côté OTAN. Je vais voir le Britannique, je lui explique, bon, il est très sympathique, et il avait quand même un petit sourire narquois. Et puis il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire. Et donc, heureusement, à ce moment-là, j'ai rencontré un officier américain qui était dans l'état-major de Jean Bastiani et qui avait fait un échange, je reviendrai dessus, sur le compte de grâce, sur le de grâce chez nous. Parce qu'on a ces échanges, etc. Et à qui je ne connaissais pas. Hein. Donc je suis allé le voir, je lui ai dit voilà pourquoi je veux voir Jean Bastiani, parce que je comprends très bien que pour une raison politique, il me met des obstacles. Ça ne me visait pas personnellement, ça visait mon gouvernement, mais je voudrais lui faire parvenir mes états de service aux États-Unis. Et donc lui était étonné, il comprenait très bien l'argument des officiers d'interopérabilité, puisqu'il était lui-même, il en était un, et il en a parlé à Jean Bastiani, qui a dit oh, oui, très bien, je vais le recevoir, parce qu'il lui avait fait parvenir une petite fiche en disant ben voilà tout ce qu'il a fait. Et il a fait des missions de combat avec un drapeau américain sur les côtes, etc.
il a arrangé des tas de coups. Quand il était au cabinet du ministre, c'est grâce à ça qu'on avait fait un truc en Afghanistan, etc., etc. Bon. Du coup, Jean Bastiani m'a reçu. Et là, j'avais préparé tout un dossier pour lui expliquer. Et le Jean Bastiani, il a appelé Rumsfeld, qui était son ministre, et qu'il avait servi auparavant comme directeur de cabinet, pour le convaincre qu'il fallait, que c'était sûrement très bien, une très bonne idée de punir la France d'une façon ou d'une autre, mais que c'était une très mauvaise idée de le faire au travers d'un officier d'interopérabilité qui avait des tas de contacts dans l'US Navy, qui avait gardé beaucoup d'amis et qui avait fait des... etc., etc. Et Rumsfeld, qui était quand même un drôle de canard, a mis un peu de temps à se laisser convaincre et a fini par me donner mon badge. Mais ça a duré 3 semaines. Donc vous voyez que... Alors le Rumsfeld en question, moi je l'avais rencontré parce que il est arrivé avec George Whiskey Bush. Il a été nommé secrétaire à la Défense quand Bush a été élu. Et il avait déjà été, c'était un monsieur quand même qui avait un certain âge, il avait déjà été Secretary of Defense en 75-77, sous Gerald Ford. Et c'était un dur, hein, c'est ce qu'on appelle un peu les néocons, hein, les néoconservateurs. Bon. Et le Rumsfeld, je l'avais rencontré parce que quand il avait pris ses fonctions, moi j'étais à l'époque j'étais au cabinet, je m'occupais des relations internationales, et on était allé le voir, donc c'était en 2001. C'était juste avant l'attaque des Tours. Et donc on arrive, mon ministre c'était Madame Alliot-Marie, et on va voir Rumsfeld à l'occasion d'une rencontre à l'OTAN. Et on avait demandé à le rencontrer, on faisait ces rencontres bilatérales ministérielles à l'occasion de tous ces sommets, hein. Et il nous avait accordé... j'avais eu beaucoup de mal à obtenir le rendez-vous. Et on arrive, donc il a quand même été poli, parce qu'il s'est levé pour saluer Madame Alliot-Marie, puis après il s'est assis immédiatement, et il s'est mis comme ça, et à côté de lui, il avait donc son chef de cabinet militaire, un ou deux preneurs de notes, en face, donc il y avait Madame Alliot-Marie, son chef de cabinet militaire de l'époque, et moi, et le conseiller diplomatique. Et là, il était comme ça, et il disait rien. Et il observait. Il observait Mam. Et il est resté comme ça pendant un temps qui m'a paru infini. Moi, je ne savais plus. Je me disais, ça va me retomber dessus, en plus. Bref. Et puis, Mam ne s'est pas du tout dégonflée. Elle avait dit une formule aimable en arrivant. Mais après, elle s'est dit, c'est à lui de parler le premier, donc elle a attendu. Et puis après, il a fini par commencer à parler, et là, elle lui est rentrée dedans. Et ça a été extrêmement bénéfique, parce qu'après, on a eu une bonne relation. Mais ça n'empêche que quand moi je suis arrivé en 2003, il y avait eu le discours de Villepin, on avait eu aussi des vraies difficultés en Afghanistan, puisque vous savez que l'Afghanistan, ça a commencé après les attaques de la Tour. Donc là, les Américains ont balancé des salves de Tomahawk, et puis dans la foulée, ils ont monté l'opération Enduring Freedom, qui était une énorme opération de lutte contre le terrorisme dans le monde entier, avec donc un commandement dédié qui faisait plus que ça. Vous avez connu certains de ces grands commandants, comme McChrystal, Petraeus, etc. Et c'est vrai que le point, j'allais dire, focal de cette lutte contre le terrorisme, ça a été très rapidement l'Afghanistan. Hein. Et l'Afghanistan à partir de Noël 2001. Et la France, nous en particulier, enfin, on a forcé la main des Américains pour en faire une opération multinationale dans l'OTAN, qui est devenue la FIAS, la Force internationale d'assistance et de sécurité en Afghanistan, et dès lors que c'était devenu une opération de l'OTAN,
les Américains faisaient toujours un petit peu leur truc Enduring Freedom, notamment pour la chasse au Dahu, là, parce qu'ils cherchaient Ben Laden dans les montagnes. Ils faisaient des opérations nationales. Mais enfin, tout le reste était OTAN. Et dans l'OTAN, il faut partager la décision. Et on avait forcé les Américains à rentrer un petit peu dans un cadre OTAN. Et Rumsfeld, qui était un dur, un conservateur, s'il y a un truc qu'il n'aimait pas dans l'OTAN, c'était... Lui, l'OTAN, ça lui allait très bien quand les Américains commandaient et puis que tout le monde s'exécutait, etc. Voilà. Bref. Donc, et c'est un peu comme ça qu'il a accueilli Imam après le bras de fer qu'on avait eu pour la création de la FIAS et qui s'était comporté de cette façon qui était inacceptable. Bon, je ferme cette parenthèse et hop, enfin, j'ai mon badge. Voilà. Je voulais commencer par cette anecdote parce que pour moi, elle est emblématique de la relation qu'on a avec eux. C'est une relation qui est à la fois serrée, mais qui est tumultueuse au niveau politique, alors qu'au niveau militaire, et c'est ce à quoi je vais m'appliquer de vous faire la démonstration maintenant, elle est en revanche extrêmement serrée et constante. Mais c'est vrai que cette relation tumultueuse, elle est due au fait que les Américains nous voient et nous citent souvent comme l'allié difficile dans l'Alliance, comme le rétif, l'allié qui est libre, mais un peu indomptable, et qui, et ils n'ont pas tort, supporte mal l'autorité. C'est un trait très français, bien sûr. Alors que la relation militaire qu'on a avec eux, en tout cas la relation de défense, pas seulement militaire, mais de défense, vous verrez la différence tout à l'heure, elle est constante, elle s'inscrit dans le temps long, et elle corrige ces pics de, j'allais dire, ces drames, ces pics d'humeur qui nous mettent souvent en difficulté. Alors, bon, comment j'étais devenu un officier d'interopérabilité? Par hasard. Il se trouve qu'après la Jeanne d'Arc, qui est l'école d'application, après l'école navale, normalement tout le monde rejoint l'affectation. Moi, j'étais affecté sur un aviso escorteur qui était dans l'océan Indien et qui a eu un accident. Donc on m'a dit, comme il est en réparation, vous avez un peu de temps, on va vous envoyer sur un escorteur américain de la 6e flotte en Méditerranée. Et donc je suis allé sur le USS John King pendant 3 mois, comme officier de quart, où là je me suis intégré dans leur équipage. C'était très sympa, en plus on a fait des belles escales, mais on a tiré des missiles, on a fait des tas de choses, c'était plein d'enseignements. Et moi j'avais fait des tas de rapports, parce que je découvrais cette marine, que j'envoyais à Paris, et puis aussi à l'escadre à Toulon. Et en envoyant ces rapports, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient bien reçus, parce que les gens ne connaissaient pas du tout les détails de la vie sur les bateaux américains, et les détails, la qualité de leur peinture, comment ils s'organisaient, etc. Et j'avais découvert à cette occasion que finalement, on les connaissait très mal. Donc, un peu plus tard, après j'avais rallié mon bateau, je suis allé dans le Pacifique, et puis à Tahiti, j'ai été désigné pour aller sur un croiseur qui arrivait de Hawaï, qui s'appelait le USS Horn, et qui faisait des grands exercices dans le Pacifique. Et comme moi, mon bateau était en réparation encore, enfin en hyper, du coup, ils m'ont envoyé pendant 3 semaines sur ce bateau. Pareil, tirer des missiles, des tas de trucs. Pour moi, c'était quand même assez extraordinaire. Sur un aviso escorteur, on n'avait pas beaucoup de missiles. Et j'avais fait le même constat. En rentrant, j'ai raconté tout ce que j'avais noté, comment c'était organisé. Et j'avais fait ce même constat que, en fait, très peu de nos officiers, de notre marine, connaissaient vraiment en détail la façon dont les Américains opéraient. Voilà. Bon, ensuite, je me suis retrouvé, donc j'ai fait un parcours de pilote de chasse, et quand j'étais jeune sous-chef de patrouille dans une flottille de super-étendards, à la 14F, j'ai levé la main pour aller en échange dans l'US Navy. On était plusieurs, j'ai été sélectionné, j'ai eu cette chance, ce privilège, et donc je suis parti aux États-Unis, où là, j'ai eu d'abord une formation d'officier d'appontage sur l'Eisenhower notamment,
Et puis ensuite, une transformation Skyhawk, Corsair, pour devenir pilote dans une flottille de combat de Corsair, qui a d'abord été déployée sur le USS Independence, après des qualifications, notamment à l'appontage de nuit, parce qu'en France, je n'avais pas encore fait d'appontage de nuit. Donc les Américains ont commencé par me faire faire l'appontage de nuit, ce n'est pas une chose facile, en tout cas c'est quelque chose qu'on n'aime jamais, qui est difficile. Et puis, fort de tout ça, j'ai été déployé sur l'Indépendance, et là, j'ai eu de la chance. Enfin, quand on est officier, quand on fait une carrière d'officier, on dit qu'on a de la chance quand on est envoyé dans des opérations réelles. Et la génération des officiers que je connaissais, que j'avais connus à l'école navale, qui avaient fait souvent des choses extraordinaires dans leur vie, bien sûr, dont certains que j'admirais beaucoup, n'avaient pas été engagés dans des opérations de combat. Et moi, je suis arrivé dans cette flottille. Les Américains avaient quitté le Vietnam en 1974, et depuis 1974, ils n'avaient pas fait d'opération militaire de combat, je dirais. Et là, à peine arrivé à bord, paf, on est parti à la Grenade pour faire des missions de combat, parce que donc, vous verrez sur Internet, pour ceux que ça intéresse, mais l'île de la Grenade a été prise par des rebelles, avec l'aide d'une brigade cubaine, de parachutistes cubains, et ils avaient pris en otage une centaine d'étudiants dans l'ambassade, et donc les Américains ont monté une opération de vive force pour reprendre la Grenade et virer les Cubains. Bon. Et on y est allé à plusieurs porte-avions d'un côté, plus les Rangers et l'US Air Force au nord de l'île. Ça a été une grosse opération. Et c'était la première opération des Américains depuis leur départ du Vietnam. Donc, pour eux, c'était voilà, enfin, ils revenaient, ils faisaient des vraies opérations, etc. Et moi, j'avais la chance d'être là, donc je masquais au maximum le fait que j'étais français, j'étais bien en uniforme américain, je mettais un drapeau américain ici, je me faisais oublier, parce que j'étais trop content de participer. Je n'avais pas demandé la permission, je ne le disais pas. Et puis, grâce à ça, j'ai fait des opérations donc, à la Grenade, et dans la foulée, on est parti au Liban, où là, on a fait pas mal d'opérations au Liban, dont plusieurs raids, sur lesquels peut-être que j'aurai l'occasion de revenir. Voilà. Voilà, donc ça évidemment, ça m'a complètement immergé dans la marine américaine, dont je ne pouvais parler vraiment en connaissance de cause, y compris dans les détails, la formation des officiers, comment ils commandaient leurs hommes, leur matériel, leurs équipements, enfin tout. Et je faisais, moi, des rapports. Hein. J'ai fait, je crois, 80 rapports ou un truc comme ça pour envoyer tout ça à Paris en disant, voilà ce que c'est que la marine américaine. Et là, évidemment, j'étais là avec ça, bien installé comme officier d'interopérabilité, si bien qu'après, dans la suite de ma carrière, à chaque fois qu'il y avait un porte-avions américain qui venait en Méditerranée, d'abord souvent j'étais officier de liaison, et puis j'ai fait plusieurs embarquements avec eux. Quand je commandais ma flottille de super-étendards, on avait monté des strikes combinés, et on a fait des choses qu'on n'avait jamais faites auparavant, avec y compris mise en œuvre de l'armement, avec les groupes aériens qui étaient en Méditerranée, dont je connaissais les commandants, puisqu'on avait été ensemble en flottille auparavant. On a fait ça en 91, quand les Américains sont allés en Irak. La marine m'a envoyé sur l'America comme officier de liaison, parce qu'on ne croyait pas trop qu'ils allaient attaquer en Irak. On n'en était pas encore là. Et donc j'étais allé en Irak, sur l'America, jusqu'au canal de Suez. Et là, ils ont dit, on attaque, ils attaquaient le lendemain, ils ont dit, l'officier de liaison, on le débarque. Et je suis rentré à Paris en disant, ils attaquent demain. Et personne ne me croyait. Et donc, en plus, ils doutaient beaucoup de leur mode d'action, etc. Et je me souviens être allé au CPCO, enfin à l'époque c'était le COIA, pour leur expliquer le mode d'action, etc. On leur dit, mais vous ne vous rendez pas compte de la puissance aéronavale américaine. Vous ne vous en rendez pas compte. Et effectivement, le lendemain, ça a quand même été une belle démonstration. Voilà. Voilà, ensuite, donc je me souviens qu'à cette époque, j'ai été CGO du Clemenceau, donc chef des opérations, où je conduisais les opérations aériennes, notamment sur la Bosnie. Donc on travaillait beaucoup avec les Américains.
Et à ce moment-là, j'avais écrit un guide qui s'appelle le FRUSOPS, qui a été utilisé très très longtemps dans la marine, qui était le guide des opérations franco-américaines pour expliquer à tous mes petits camarades comment on pouvait travailler avec les Américains, sur quelle fréquence concrètement, comment faire un briefing, etc., les détails, et en expliquant tout ce qu'il fallait faire pour que les Américains les comprennent. Donc c'était le guide et qui a servi, je pense que ça existe toujours, en tout cas il a sûrement été adapté, renouvelé, etc. Voilà, bon, tout ça, je me souviens quand je commandais ma frégate, j'avais appris qu'un de mes camarades de flottille, qui était avec moi sur Corsair, mais qui était avant un pilote de vigilante, commandait un bateau de ravitaillement. Et il était parti dans l'océan Indien, et moi j'étais basé à La Réunion. Et un jour où je partais vers le Golfe, ou vers l'Inde, je ne sais plus, enfin je traversais l'océan Indien, donc j'ai envoyé un petit message personnel, disant tu ne pourrais pas venir au milieu de l'océan là me ravitailler. Je n'avais pas besoin de ravitaillement, mais c'était pour cocher une case d'entraînement. Et il est venu. Et donc on s'est retrouvés au milieu de l'océan Indien, sans avoir demandé à personne, et on a fait du ravitaillement à la mer, ce qui m'a permis de remplir mon tableau de préparation à l'action avec ravitaillement à la mer, passage du courrier, enfin tout ce que les marins connaissent là. Et mon amiral, l'Indien, a dit « Mais comment vous avez fait ?» Parce que vous êtes le seul bateau de la zone à avoir coché ces cases-là. Bon, c'était drôle. Mais bon, vous voyez, quand on est officier d'interopérabilité, on peut faire pas mal de choses. Voilà. Bon, et puis ensuite, tout ça m'a valu de partir en 98 comme député JFAC. Alors, c'était l'adjoint du chef de la composante aérienne d'un très grand exercice OTAN qui s'appelait Strong Resolve 98. Et ce qui m'a valu alors du coup de passer plusieurs mois sur un état-major embarqué américain, le Mount Whitney, où j'étais dans l'état-major de l'amiral Fallon, qui conduisait toutes ces grandes opérations où il y avait plus de 1000 avions engagés. Je me souviens qu'il y avait 6 porte-avions. Beaucoup de troupes au sol, il y avait des débarquements à la fois en Norvège et à la fois en Méditerranée. Un gros truc, hein. Donc un truc compliqué à organiser, on avait mis 1 an à le planifier et ensuite à conduire. Et puis donc à la suite de ça, ben voilà, donc je me suis retrouvé ensuite au directeur des études du Collège de défense de l'OTAN, où là, j'ai compris comment il fallait structurer et comment il était indispensable d'apprendre à nos alliés et aux Américains quelles étaient finalement nos doctrines, notamment la doctrine de dissuasion, toute notre politique de défense, etc. Et comment, à l'inverse, il fallait, dans ces instances-là, faire remonter à Paris le point de vue de chacun, et notamment des Américains. Et puis ensuite, j'ai fait donc une carrière en cabinet où j'ai été d'abord chef de relations internationales. Donc là, forcément, je m'occupais des Américains officiellement. Je montais les rendez-vous avec les ministres, etc. Mais bon, j'avais pas que les Américains. Et puis ensuite, j'ai été donc directeur de cabinet militaire, où là, effectivement, on a eu beaucoup de choses à régler directement à haut niveau avec les Américains. Et je vais y revenir. Alors, ce que je voudrais, c'est répondre à 5-6 questions. Le temps tourne pour vous laisser le temps de poser des questions. Pour chaque question, essayez d'y mettre en face une anecdote caractéristique. Alors, première question, la relation entre les armées, j'ai commencé à l'effleurer, elle est constante, elle est mutuellement bénéfique, et elle est empreinte d'estime, voire de respect. Comment je peux illustrer ça? Bon, d'abord, ces échanges. J'en ai déjà parlé. Il n'y a pas que des pilotes qui sont échangés sur les porte-avions américains. Il y a aussi des commandos marines, notamment un échange avec les SEALs, le commando Hubert. Il y a aussi des surfaciers sur le Comte de Grasse. Il y a Patmar qui va de temps en temps. C'est pas régulier. Bon, il y a régulier. Ces échanges sont toujours mutuellement extrêmement fructueux. Et je ne m'étendrai pas là-dessus, mais notre marine, qui est une marine qui n'a qu'un porte-avions aujourd'hui, on en avait 2 autrefois, c'est une marine qui a complètement copié,
qui a défini toutes ces procédures de mise en œuvre sur le porte-avions à partir de l'immense expérience qu'ont les Américains. À l'époque, ils avaient une marine de 15 porte-avions. Sur chaque porte-avions, moi, l'indépendance sur lequel j'étais, quand on a été déployé au Liban, on avait 90 avions à bord, puis des gros. Donc, mettre en œuvre une aviation sur un porte-avions où il y a 90 avions, c'est compliqué. Les procédures sont compliquées. Je ne vous dis pas les circuits autour du porte-avions, enfin, etc. Surtout qu'on volait pratiquement que de nuit. On avait en plus des installations d'aviation, catapultes, brins d'arrêt, etc., américains à bord. Donc, forcément, cette relation, et le Charles de Gaulle, dont j'ai été plus tard le patron de l'équipe de programme, on l'a complètement conçu en s'inspirant de ce que faisaient les Américains pour leurs porte-avions futurs. D'ailleurs, on avait dessiné le Charles de Gaulle à l'époque, puisqu'on ne savait pas qu'on aurait les Rafales, ce n'était pas encore confirmé, on l'avait dessiné pour qu'ils mettent en œuvre des F-18. Voilà. Et donc, des échanges, surtout pour nous, qui sommes quand même petits, face à une marine de 15 porte-avions qui, à l'époque, avait 6000 pilotes. Et 6000 pilotes dans l'US Navy. Bon, je ne veux pas dire combien on en a, mais si on parle que de la composante chasse, qui soit opérationnelle, on est quand même, ça se compte en dizaines et pas en milliers. Voilà. Donc forcément, on a beaucoup de choses à apprendre des Américains. Une relation constante en matière de renseignement. Tout ce que j'ai fait au cours de ma carrière, on avait des relations privilégiées avec les Américains en matière de renseignement. Et je n'entrerai pas dans le détail, ce n'est pas toujours connu de nos forces. Il y a des opérations, j'ai vu ça quand j'étais au cabinet, des sous-marins qu'on a envoyés faire des choses un peu spéciales, devant des côtes, etc., qui étaient couvertes par des moyens américains sans le savoir. Pas toujours. Il nous arrive de faire des choses sans demander aux Américains. On est bien d'accord là-dessus. Mais il y a des moyens américains qui, très souvent, étaient mis à notre disposition, et même ils ne demandaient pas à savoir. C'est la richesse de notre relation directe qui nous valait ça. Je me souviens, en 2000, pendant l'Afghanistan, on recevait à l'hôtel de Brienne le général Michael Flynn, qui était donc le patron de l'intelligence du JSOC, du Joint Special Operations Command, et qui était l'homme de McChrystal pour trouver Ben Laden et pour lutter contre le terrorisme, parce que tout ça était quand même avant tout une question de renseignement. Et on le recevait, il allait à l'Élysée, il allait voir le SEMA, et il venait nous voir, et il venait assez régulièrement. Et il nous disait des tas de choses qui étaient très importantes pour l'engagement de nos forces en Afrique, etc. L'Afrique, beaucoup de choses qu'on a faites en Afrique, beaucoup de choses ont été faites grâce, de temps en temps, à un soutien américain. Et en matière de logistique, souvent avec un soutien américain. Je pense en particulier au détachement qu'on maintenait en permanence au Tchad. Et on était content quand même d'avoir, à intervalles très réguliers, un soutien logistique américain, notamment par le transport stratégique, les gros avions. Je terminerai sur donc une relation constante qui s'inscrit dans le long terme, de gens qui se connaissent petits et qui se retrouvent quand ils sont généraux, qui se comprennent, qui savent expliquer l'un à l'autre ce dont ils ont besoin dans les limites politiques qui ont été fixées, sans dépasser les bornes. Et je disais, estime et respect. Une anecdote pour ça. Quand je suis arrivé à Bruxelles, comme chef de la représentation militaire à l'OTAN et à l'UE, y a des MILREP de tous les pays qui siègent au Conseil de l'Atlantique Nord. Donc on a des réunions plusieurs fois par semaine à l'OTAN, à l'UE, etc. Et qui je trouve comme MILREP américain, un amiral, qui s'appelait Dick Gallagher, et qui était pilote de F-14 sur mon porte-avions quand j'étais pilote de Corsair, que j'avais reçu à l'Andivisio quand je commandais la 11F parce qu'il commandait un groupe aérien. Il était venu avec tout son groupe aérien pour qu'on fasse nos strikes combinés.
nos femmes étaient amies, j'avais gardé le contact avec lui, c'était le représentant américain. Donc, inutile de vous dire qu'on avait une relation tout à fait privilégiée. Mais même sans cette relation privilégiée, ce que j'ai observé, moi, à l'OTAN, en particulier avant qu'il arrive, parce qu'en fait, il est arrivé juste après que j'ai pris, c'est qu'à l'OTAN, qui est une instance où il y a... alors, je vous invite, je ne sais pas si j'avais fait un article. Oui. J'ai fait un article qui explique le rôle des militaires dans la diplomatie, où j'explique justement ces relations à Bruxelles. Je vous invite à le lire, il n'est pas très long, ça m'évitera de développer ici. Mais clairement, dans cette instance à l'OTAN, quand l'Américain parle, tout le monde écoute, et souvent il parle le premier. Paradoxalement, l'anglais, qui parle souvent dans les premiers, est beaucoup moins écouté parce que de toute façon, il suit les Américains. Et ensuite, quand le français prend la parole, tout le monde se tait. Parce que la voix de la France, en fait, qui est différenciée, compte plus que toutes celles des autres. Et c'est très net. Donc, cette relation, si vous voulez, avec les Américains, elle était faite d'estime, de respect, à la fois de reconnaissance de la dimension militaire des militaires. Parce que les officiers généraux qu'on met à l'OTAN, ou le CEMA qui siège au Conseil de l'Atlantique, nos CEMA, ils ont une crédibilité militaire pour avoir eu des carrières opérationnelles, pour avoir, etc., que n'ont pas la plupart des CEMA des pays de l'OTAN. Et ça compte énormément. Bon, la deuxième question, c'est des engagements nombreux, combinés, et souvent méconnus. Pour ne pas être trop long, je vais en citer deux. Le premier, c'est Baalbek. Là aussi, j'avais fait un article que je vous invite à lire, parce que c'était très méconnu. Quand les Français ont attaqué les camps du Hezbollah dans la Bekaa, au Liban, moi j'étais sur le USS Independence, et on a monté toute une opération pour conduire cette attaque avec eux, de concert. Avec 2 porte-avions américains quand même. Donc on mettait beaucoup de moyens. Moi j'étais côté américain, j'avais reçu mon objectif, en fait, etc. Et au dernier moment, on n'a pas été catapulté parce que les plus anciens d'entre vous se souviendront que quand la France a lancé ce strike, j'allais dire, pour venger les 57 parachutistes qui avaient été tués dans l'attentat du Drakkar, c'était en 83, quand la France a lancé ce strike de rétorsion pour taper contre le Hezbollah, sur une décision du président Mitterrand, il y a quelqu'un dans l'entourage du président, je le dis parce que ça a été dit dans plusieurs livres, et on le connaît, qui a téléphoné aux Syriens pour les prévenir que les Français attaquaient et pour faire évacuer la caserne du Hezbollah, si bien que les Français ont pris des risques considérables. Ils sont partis au milieu de la flaque, il y avait des nuages de DCA absolument partout. Heureusement, aucun avion n'a été touché. Mais pour finalement bombarder une caserne qui avait été vidée. Et là, les Américains ont eu vent de cette fuite parce qu'ils savent tout quand même. Et à cause de ça, ils n'ont pas fait décoller leurs avions d'attaque. Par contre, comme ils s'y étaient engagés auprès de l'amiral Klotz, qui commandait le groupe aérien du Clemenceau, ils ont fait décoller les Hawkeye, les avions de guerre électronique pour brouiller les missiles, des F-14 pour protéger les avions français, tout un package de soutien. Donc je détaille un peu cette affaire dans cet article qui est paru l'année dernière dans la revue de la Défense nationale. L'autre exemple que je voudrais donner sur ces engagements combinés, bon, l'ex-Yougoslavie, clairement, où on a fait énormément de choses combinées avec les Américains, y compris d'ailleurs quand un de nos pilotes s'est éjecté. Je voudrais surtout vous parler de l'Afghanistan. L'Afghanistan, quand les Américains s'y sont déployés pour Enduring Freedom,
ils avaient comme objectif prioritaire de donner, alors ils ont quand même déployé plusieurs dizaines de milliers d'hommes, hein, de stravassonner les Afghans, hein, enfin les talibans, et puis de trouver Ben Laden. Donc c'était vraiment leur priorité. Et nous, on y est allé tout de suite en disant qu'on voulait que ce soit une opération de l'OTAN, et on a mis nos forces à Mazar-e-Sharif. J'étais allé avec Madame Alliot-Marie passer Noël à Mazar-e-Sharif sous la neige en 2001, Noël 2001. On était déjà là. Et on avait fait deux choses, se mettre à Mazar-e-Sharif, qui était à la frontière du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, pardon, et envoyer des forces spéciales dans le commandement des forces spéciales américaines pour l'effort particulier qu'ils faisaient, notamment vis-à-vis de Ben Laden. Et les forces spéciales, ils les ont déployées à Spin Boldak, là, pas loin des montagnes, du côté où on pensait trouver Ben Laden. On est resté dans cette configuration assez longtemps, à essayer de montrer aux Américains qu'on pouvait faire différemment d'eux. Parce qu'en Afghanistan, les Américains ne sont pas allés dans la dentelle. Ils avaient mis les Anglais et les Canadiens dans le pays Pashtun au sud, à Kandahar, où là, il y avait beaucoup d'opérations de combat, mais c'était du dur, hein. Ils ont eu beaucoup de pertes, hein, d'ailleurs. Et puis tout le reste, c'était les Américains qui étaient tous en Robocop, là, avec très peu d'interaction avec la population, et qui passaient en force, et qui faisaient de la chasse aux talibans dans les villages, etc. Et nous, on n'était pas pour cette conception-là, et donc on avait, à la française, je dirais, des opérations où les gens, certes, étaient en posture de protection, mais engageaient la population, où ils allaient voir les locaux. On estimait que la priorité de la FIAS, c'était de former l'armée afghane pour prendre notre relais, pour pouvoir se dégager, etc. Voilà. Et on a eu des résultats assez rapidement, notamment en prenant contact avec l'inénarrable Dostum, le seigneur de la guerre, qui était au nord, là, du côté qui avait une tête de tueur absolument incroyable, mais qu'on a rencontré plusieurs fois, le seigneur de la guerre qui était du côté de Mazar-e-Sharif. Et puis, ceci avançant, et les Américains constatant l'efficacité à la fois de nos méthodes et de nos forces, le professionnalisme, ils nous ont demandé de prendre un secteur clé. Et c'est à ce moment-là, donc à partir de 2008, qu'on a pris la Kapisa. C'était la vallée qui arrivait, si vous voulez, des montagnes, la vallée qui arrivait du Pakistan. Et il fallait verrouiller cette vallée, d'où arrivaient beaucoup de talibans, notamment formés au Pakistan, et qui menaçaient directement la région Kaboul. Et donc en 2008, on a pris cette décision de s'installer à Kaboul, près de la sortie, sur l'aéroport qu'on tenait, avec l'hôpital qu'on tenait, et dans la Kapisa, où on était sous commandement américain et où on a fait un travail de confiance. Et il ne l'aurait confié, je pense, à personne d'autre. On a eu malheureusement beaucoup de pertes, c'est qu'on a perdu 90 vies en Afghanistan. Il y a la fameuse embuscade de Ouzbin, mais on a fait le job. Et ça a été, pour les Américains, une démonstration de la fiabilité des forces françaises, et en l'occurrence, c'est une belle illustration des engagements combinés qu'on pouvait faire avec eux. Des incompréhensions systémiques, notamment au niveau des doctrines. Je dépasse mon temps, hein. Simplement, si certains d'entre vous ont besoin de partir pour reprendre un cours et que vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant. Ah, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, hein. Bon, alors, des incompréhensions systémiques. Alors, je vais être rapide là-dessus. On faisait des choses différemment. J'en ai un peu parlé en Afghanistan. C'est pareil en aéronautique. Quand on était en Iran, moi, j'avais fait une opération qui s'appelait l'opération Astragal, où on était allé prendre des photos. C'était au moment de la crise des otages en Iran. On était déployé avec le Clémenceau en mer d'Arabie et on allait faire des runs pour prendre des photos à Bandar Abbas en Iran. Et on faisait ça à très très basse altitude. On volait très 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 bas. Et les Américains qui ne savaient pas faire ça étaient très très étonnés. Quand on a fait nos strikes au Liban, pareil. On y allait très très bas, alors qu'eux volaient très haut avec de la guerre électronique,
pour essayer d'être au-dessus de la portée des missiles. Et nous, on jouait plutôt le jeu d'être très 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 bas, c'est-à-dire bénéficier au maximum de l'effet de surprise, de la vitesse, et en se disant qu'ils n'avaient pas le temps de tirer. Et ça a pas mal marché, jusqu'en 91. Et après la guerre du Golfe, nous, on a arrêté de faire ça aussi, parce que les systèmes de missiles se sont beaucoup démocratisés. Et là, tout le monde commençait à avoir des missiles qui étaient d'abord plus intelligents. Et là, on a commencé à tirer de beaucoup plus haut avec de la guerre électronique, nous aussi. Mais il y avait, vous voyez, ils venaient sur le porte-avions pour savoir comment on faisait pour mettre en œuvre un porte-avions. Quand je dirigeais le programme Charles de Gaulle, il y a eu je ne sais pas combien de missions des Américains qui sont venus, des programmes de porte-avions futurs américains qui venaient nous voir en disant « Mais comment vous faites pour faire marcher un porte-avions où vous avez 2 centrales nucléaires, un système de combat qui était au niveau d'une frégate antiaérienne, une ville de 2000 habitants en comptant le groupe aérien, des installations, catapultes, bras d'arrêt, etc. Tout ça avec un équipage de 1300 personnes. Eux, ils sont 6000 sur le porte-avions américain. Et ils trouvent qu'ils ne sont pas assez. Et pour eux, c'était... Donc, ils sont venus très, très souvent nous voir. Ils sont aussi souvent venus nous voir pour comprendre comment on travaillait avec la DGA. On a, en France, depuis la création de la dissuasion nucléaire, une délégation générale pour l'armement, la DGA, qui est chargée, si vous voulez, les forces émettent des besoins opérationnels. Il y a des états-majors qui les traduisent en capacité, en caractéristiques militaires. Et ensuite, vous avez la DGA qui les réécrit, qui en fait une expression, si vous voulez, de données contractuelles et qui ensuite passe les contrats. On critique beaucoup la DGA, mais par rapport aux Américains, on a beaucoup moins de dérives de coûts, on a beaucoup moins de systèmes qui finalement j'allais dire, ne remplissent pas leurs caractéristiques militaires. Et surtout, on dépense énormément moins en recherche et développement. Les Américains, si vous voulez, ils essayent plein de trucs, ils dépensent énormément d'argent, ils n'ont pas peur d'échouer, mais après, ils gardent qu'un seul élément. Nous, on ne peut pas se permettre de faire ça. On ne peut pas. Et donc, grâce à la DGA, on investit en recherche, en R&D, là où on pense que ça va marcher. On ne peut pas se permettre de partir dans plusieurs directions. Et donc, ils viennent voir comment ça marche. Et j'ai été témoin, moi, à Paris, plusieurs fois, de visites d'Américains qui venaient pour qu'on leur explique comment ça marchait avec la DGA. La complexité de la relation multinationale et interalliée, je ne veux pas m'étendre parce que j'ai besoin de plus de temps pour ça, mais c'est compliqué avec les Allemands. C'est encore plus compliqué avec les Allemands dans l'Alliance, parce que les Allemands veulent avoir une relation directe avec les Américains et veulent acheter les Américains par un comportement dans l'Alliance, où ils prennent tous les bureaux, un peu tous les postes de bureaucrates. C'est compliqué avec les Anglais, parce que les Anglais, qui instrumentalisent complètement l'Alliance, surtout depuis le Brexit, ils veulent être l'allié privilégié. Eux, ils ont clairement toujours un pas en Europe et un pas aux États-Unis, et ils estiment que ce qui fait leur justification militaire, c'est la relation privilégiée qu'ils ont avec les Américains et dont ils peuvent nous faire bénéficier s'ils veulent. Voilà. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué dans l'alliance avec les Anglais parce que ils sont très, très irrités par le rôle qu'on y joue. Et ils nous mettent... J'ai une multitude d'exemples où, en gros, ils sont très contents de nous mettre des bâtons dans les roues. C'est compliqué avec les Italiens, parce que les Italiens, qui nous appellent cousins transalpini, là, il y a une bonne relation militaire, mais au niveau politique, ça passe pas, quoi. Il y a beaucoup de mésententes et beaucoup de jalousie, et on a beaucoup de mal avec les Italiens. Et puis c'est compliqué avec les Espagnols, parce que de toute façon, ils achètent qu'américains. La compétition industrielle est absolument féroce. Et là, je voudrais prendre 3 exemples. Le Rafale.
Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est un avion qui a fait ses preuves et qui est... en 2002, je suis allé en Corée du Sud avec Alain Richard, j'étais chargé de ses relations internationales, et le Rafale venait de gagner la compétition pour le marché Corée du Sud. C'était en 2002. 8 jours après, il y a George Whiskey Bush qui a déboulé en Corée en lui disant faut pas rigoler là. Hein. Et donc, ils ont annulé le choix du Rafale et acheté d'abord des F-15, puis après des F-35 plus tard. Singapour, 2005. J'y suis allé là aussi, en 2005, donc c'était avec Madame Alliot-Marie. Et le Rafale avait gagné toutes les évaluations et tests pour remplacer, je crois que c'était des F-16 qu'ils avaient, je ne sais plus ce qu'ils avaient. Non, ce n'était pas des avions américains, et des avions anglais, je crois. Non, ils avaient des F-15. On a gagné la compétition contre le F-15. Et exactement le même scénario. Le président des États-Unis, himself, est venu dire il ne faut pas rigoler avec ça. Et hop, ablayé. Pareil au Maroc, pareil au Brésil. Et en fait, il y a clairement une volonté des Américains de tuer l'aéronautique militaire en Europe. Il y a les bons et les mauvais Américains, méchants. Clairement, tous ceux avec lesquels on travaille au niveau ministériel, dans les cabinets, en matière au niveau militaire, etc., ce sont des bons Américains qui disent, pour sauver le monde, il faut que les alliés soient plus armés, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils soient capables de faire plus au sein de l'UE, etc. Puis vous avez les méchants Américains, c'est les industriels, qui eux n'ont aucun état d'âme, et il n'y a qu'un seul truc qui compte pour eux, c'est de tuer l'industrie, notamment l'industrie aéronautique. Petite anecdote. Avec le Collège de défense de l'OTAN, on allait tout le temps à Washington pour amener le Collège de défense de l'OTAN, c'était un peu comme l'IHEDN, le CHEM, mais pour l'OTAN. Et donc, on allait bien sûr faire le tour des capitales avec nos auditeurs, et on allait à chaque fois à Washington. Et un jour, on était au Pentagone, on a eu un briefing très, très, très brillant d'un jeune général de l'armée de l'air américaine, l'US Air Force, c'est un général de 45 ans, beau comme tout, petit foulard, pilote de chasse, tout, magnifique, très impressionnant, qui nous a bassinés sur vous savez, les 3 Ds de Madeleine Albright. No duplication, etc. J'ai oublié les 3 Ds d'ailleurs, mais c'était... et donc, on fait une pause café, on va à la machine à café dehors, et puis à un moment, il y avait plein d'auditeurs qui étaient là, il y avait ce général, quelques témoins, et j'en ai profité, je suis arrivé, et j'ai dit, mon général, c'était très intéressant, super et tout, mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple de duplication? Alors il a dit, duplication, yeah, let me think, yes, wow, duplication, yeah, why do you keep building combat aircraft in Europe? Et ça sortait du cœur, parce qu'eux, ils y croient. Ils ont fait 6000 F-16. Donc forcément, nous, on a exporté 280 Rafales, je crois, jusqu'à ce jour. Ça augmente en ce moment. Mais vous voyez, forcément, c'est pas la même échelle. Et ils disent, mais pourquoi vous vous embêtez à construire... Pareil pour les missiles. Quand on a fait l'Aster 30 avec le nouveau radar, j'étais chez MBDA à ce moment-là, on s'est inscrit pour un concours organisé par la Missile Defense Agency aux États-Unis. C'était pour faire une démonstration contre des cibles qui arrivaient, supersoniques, qui arrivaient sur 360 degrés. Le Patriot s'est vautré dans cette démonstration parce qu'il n'est pas à 360 degrés. Lui, il a un secteur. L'Aster 30 a gagné ce concours. Donc on était le meilleur missile reconnu par la Missile Defense Agency des États-Unis. Dans les mois qui ont suivi, ils ont vendu le Patriot, en particulier le nouveau, là, le MR2, aux Allemands, aux Italiens, à tous les Européens, en leur expliquant que l'Aster 30, ça ne valait pas un clou. Enfin, c'est incroyable. Et donc tout ce qui est industrie aéronautique, missiles, etc., ces méchants Américains-là, les industriels, ils sont sans pitié
la coopération est vraiment très, très féroce. J'arrête sur ces exemples. Et la dernière question, c'est, bon, on voit se multiplier ces obstacles politiques, etc., qui sont très instrumentalisés. Du coup, ce sera ma conclusion, parce que je voudrais vous laisser de la place pour les... Alors, les obstacles à cette relation, ils sont vraiment très, très fréquents. Moi, le coup du discours de Dominique de Villepin, c'est pas la première difficulté qu'on a eue. Et avec notre ami Donald Trump, on a d'autres exemples plus récents. Donc, cette relation, elle est vraiment tumultueuse, et il y a beaucoup de hauts et de bas. Le ministère des Affaires étrangères en France est foncièrement anti-américain. C'est dans les gènes. Et vous verrez très très peu de diplomates français qui rendent grâce finalement à cette alliance avec les Américains. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas l'alignement, et encore moins l'allégeance, qui est parfois nécessaire quand on fait des opérations ensemble. Et puis, ils ne supportent pas non plus le leadership militaire. Ils ne supportent pas plus le leadership militaire en France, parce que ça leur met des boutons de voir un militaire qui est responsable de quelque chose, qui supportent le leadership militaire américain dans l'Alliance. Mais il n'y a pas que le MAE. On a la presse en France. La presse est, j'allais dire, épidermique quand il s'agit des Américains. Parce qu'elle rejette l'ordre, parce que de toute façon, c'est une posture idéologique de notre presse. Tout ce qui est un petit peu côté ordre, c'est diabolique. Ou plutôt, enfin bref. Donc ils rejettent l'ordre, ils ne supportent pas finalement cette vision un peu messianique des Américains qui sont convaincus finalement d'avoir la solution pour tout le monde. C'est un peu vrai. Mais c'est leur jeunesse, c'est un pays jeune, très dynamique, très riche, puissant. Mais ils ont cette vision messianique. Quand mes enfants, j'ai habité 3 fois aux États-Unis, mes enfants allaient à l'école, la première question qu'on leur posait, c'est « How do you like it over there ?» Ah mais si vous avez de la chance, c'est formidable ce pays, c'est le plus beau pays du monde. Voilà. Ils ont cette vision, c'est un continent, ils connaissent très peu le reste du monde, et ils ont cette mission d'apporter finalement la solution à tous les pays du monde. Ça, les journalistes, ils ne supportent pas. Et puis il y a un autre truc qu'ils ne supportent pas, c'est que pour eux, puissance, et les Américains sont puissants dans tous les domaines, et notamment militaires, puissance égale impérialisme. C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas qu'on puisse avoir de la puissance intrinsèque sans avoir immédiatement la tentation de l'imposer à tout le monde. Voilà. Bon, puis il n'y a pas que les diplomates et les journalistes, il y a aussi les militaires. Les militaires en France sont facilement dans le dénigrement des Américains, dans le doute, ou dans la moquerie de ces Américains qui arrivent avec tout leur matos, c'est too much, avec leur McDonald's, leur Toubib, leur dentiste, etc. Quand ils vont en Afghanistan, ils s'installent, il y a tout. Et puis on vit comme si on vivait aux États-Unis, on ne sort pas, il n'y a pas d'interaction. Ils n'ont pas tort, Mais du coup, vous voyez, il n'y a pas cet effort de connaître, de comprendre, et de s'expliquer pourquoi ils vivent comme ça. Et si ils n'ont pas une expérience personnelle d'aller avec les Américains pour comprendre pourquoi ils vivent comme ça, comment ils vivent une carrière militaire aux États-Unis, eh ben, ils ont beaucoup de mal à passer ce cap du dénigrement ou de la mésentente. Côté US, d'abord, ils nous connaissent très mal. Pour eux, les Européens, ils ne comprennent pas trop, c'est compliqué. C'est petit, ils sont complètement fragmentés. Et puis, il y a des nuances qui leur échappent complètement, puis des bisbilles incessantes. Donc, très peu, finalement, ont une connaissance précise. Moi, j'ai un commandant de porte-avions, une fois, qui, sachant que j'étais français, m'a dit « Ah, génial, je suis allé à Rome avec ma femme l'année dernière, c'était top. » Donc, oui, c'est impressionnant quand on voit ça. Ils ne sont pas tous comme ça, hein. Il y a aussi des gens très cultivés. Je me garde de tirer des généralités. Mais je vais vous citer une dernière anecdote, et puis après, je vais arrêter. Quand j'étais aux États-Unis, à Norfolk, il y a eu la guerre en Irak. Et ils ont interrogé à la radio, dans ma voiture, j'ai entendu à la radio, ils interrogeaient des étudiants sur un campus en leur disant « C'est où l'Irak ?»
Et là, ils ont eu des réponses, c'était extraordinaire. Alors, il y en a qui disaient, bah, l'Irak, c'est là-bas, c'est en Afrique, là-bas. D'autres qui disaient, enfin, c'était... Et puis, il y en a un, et c'est pour ça que je vous le raconte, qui a répondu, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire, c'est typique américain. Il dit, oh, Iraq, let me think, Iraq, it's on the other continent. Ben, c'est ça, les Américains, c'est un continent qui se pense continent. Ils ont leurs problèmes internes qui sont à l'échelle des Américains. Ils ont leur fragmentation, ils ont tout, mais ils se voient comme la terre promise, quoi. Voilà. Bon, c'est ma conclusion. Je suis très content de répondre à vos questions. Pour moi, et vous avez compris, j'ai mes anticorps, et vous l'avez senti, d'avoir passé toutes ces années aux États-Unis, j'ai mes anticorps, mais il faut les connaître, il faut accepter leurs qualités en face de leurs défauts, et ils en ont. Mais c'est notre camp. C'est ce camp qu'on a construit sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on serait bien inspiré de défendre. Parce que la guerre revient, et cette guerre, on ne va pas la faire sans eux. Et on ne peut pas la faire sans eux. Je vous remercie.